Décembre 1944. À l'intérieur d'un hangar faiblement éclairé à la périphérie de Reuchlin, l'air sentait l'huile, le métal et la défaite. L'Allemagne combattait encore, mais chaque homme dans cette pièce connaissait déjà la fin. Sous l'éclat d'un unique projecteur se tenait une caisse massive, marquée de pochoirs effacés, Pratt & Whitney Aircraft, R2800. Elle avait été récupérée sur l'épave d'un P-47 Thunderbolt américain, abattu au-dessus du nord de la France. Le fuselage était tordu, brûlé, méconnaissable. Mais le moteur, cet énorme monstre de 18 cylindres, avait par miracle survécu intact. Des techniciens de la division expérimentale de la Luftwaffe se rassemblèrent autour comme des prêtres devant une relique. Alors c'est ça qui propulse leur bouteille de lait volante, murmura l'un d'eux, reprenant le surnom moqueur que les pilotes allemands donnaient au P-47. Pour eux, ce chasseur américain était une brute lourd maladroit, une machine qui défiait tous les principes d'une ingénierie élégante. Personne ne comprenait comment elle pouvait grimper si haut, encaisser tant de coups et rentrer à la base. L'ordre venu de Berlin était clair, désassembler le moteur capturé, analyser chaque pièce, découvrir le secret. Les caisses furent ouvertes à coups de pied de biche. La lumière frappa le métal, plus de 500 kilos d'alliage et de puissance. Les cylindres, à double rang, formaient un cercle parfait brillant, sous une pellicule de graisse. Un jeune ingénieur nommé Otto Henschel fit glisser sa main sur le carter, suivant les lettres en relief double WASP. Il avait réparé des centaines de BMW UE-101, les moteurs des FW-190. Mais celui-ci paraissait étranger et l'aide de refroidissement. Plus épaisse, boulon démesuré, collecteur d'échappement dans un agencement inconnu. « Trop lourd », dit quelqu'un avec mépris. Les Américains surdimensionnent tout. Henschel ne répondit pas. Il avait déjà entendu cela et savait que surdimensionner signifiait parfois construit pour durer. Le hangar resta silencieux, hormis le cliquetis des clés et le sifflement des lampes à kérosène. Dehors, la neige balayait la piste, étouffant le grondement lointain de l'artillerie de l'Ouest. À l'intérieur, les Allemands entreprirent le lent rituel du démantèlement d'un chef-d'œuvre qu'ils ne comprenaient pas encore. Lorsque le capot fut retiré, un parfum métallique doux remplit l'air. Le premier cylindre révéla une précision d'usinage telle que même l'ingénieur principal demeura muet des filets si fins qu'ils semblaient impolis par la lumière, aucune trace d'outil, aucune imperfection. Ce n'étaient pas des pièces faites à la main, mais le produit d'une civilisation industrielle opérant à une échelle que l'Allemagne ne pouvait plus imaginer. L'atmosphère changea. Les plaisanteries cessèrent. Henschel comprit qu'il ne regardait pas une simple machine, mais l'incarnation matérielle de la puissance industrielle américaine. Chaque surface racontait l'histoire d'une production de masse maîtrisée d'usines tournant jour et nuit, sans craindre ni bombe ni rupture d'approvisionnement. Il comprit que chaque moteur de P-47 sorti des chaînes du Connecticut venait d'un pays capable d'en construire 1000 autres. Quand ils retournèrent enfin, le moteur pour examiner l'arrière, un murmure parcourut le groupe. Un carter de turbine gigantesque se dressait derrière le vilebrequin, plus grand que n'importe quel compresseur qu'ils aient vu. Henschel suivit du regard le labyrinthe de conduits en acier inoxydable menant à l'admission. « Ce n'est pas un simple compresseur », chuchota-t-il. « C'est un turbocompresseur entraîné par les gaz d'échappement. » L'ingénieur en chef fronça les sourcils impossibles. Le turbocompressage exigeait des alliages résistants à la chaleur nickel-chrome, cobalt que l'Allemagne ne possédait plus. Et pourtant, il était là silencieux, capturé dans toute sa gloire. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Ils avaient passé des années à perfectionner les BMW 801 et Daimler-Benz 605, à les ajuster pour la puissance et le rendement. Mais ceci, c'était la force brute, forgée par l'abondance. Ce n'était ni beau ni subtil.
C'était inarrêtable. Dehors, le vent hurlait sur les pistes gelées. À l'intérieur, sous les lampes vacillantes, un mécanicien allemand contempla une machine qui n'aurait pas dû exister et comprit ce que peu osaient dire à voix haute. La guerre était déjà perdue avant même d'avoir commencé. Pas par les as du ciel, mais par des hommes dans les usines capables de transformer l'acier en miracle, plus vite qu'un empire ne pouvait les comprendre. Si vous croyez que les guerres sont gagnées par des pilotes courageux, tapez 1 dans les commentaires. Si vous pensez qu'elles le sont par de meilleures machines, appuyez sur « J'aime ». Et si vous voulez découvrir le prochain secret enfoui dans l'histoire, abonnez-vous, cette histoire ne fait que commencer. Les stocks de carburant étaient rationnés, au point que les vols d'entraînement ne duraient de plus que 30 minutes par semaine. Et pourtant, du front de l'Ouest jusqu'au ciel de Berlin, un nouvel avion de chasse américain étrange continuait d'apparaître plus grand, plus lourd, plus bruyant que tout ce que les Allemands avaient jamais vu. Au bureau du renseignement d'Adlershof, on l'appelait le Thunderbolt. Les rapports des pilotes semblaient exagérés, presque absurdes. Nous l'avons touché des dizaines de fois, et il a continué à voler, lisait-on dans une transmission. Un autre affirmait qu'un P-47 avait plongé droit à travers une formation de FW-190, ses mitrailleuses rugissant, avant de disparaître dans les nuages sans que personne n'ait pu réagir. Au début, le haut commandement rejeta ces témoignages comme des excuses. Aucun avion de cette taille ne pouvait se battre ainsi. Mais ensuite, les épaves commencèrent à arriver. Des Thunderbolts abattus étaient récupérés dans toute l'Europe occupée, et plus les ingénieurs les examinaient, moins ils comprenaient. Leurs moteurs étaient gigantesques, leurs fuselages construits comme des coffres-forts blindés. Une seule rafale de mitrailleuses qui aurait déchiré un Messerschmitt ne laissait que des éraflures sur ces Américains. Les pilotes de la Luftwaffe, qui se moquaient autrefois de des bouteilles de lait volantes, en vinrent à maudire son nom. Un vétéran du Jagdgeschwader 26, l'escadre d'élite Schlagader, le résuma amèrement. Ils volent comme des enclumes et tombent sur nous de la même façon. Ce qui inquiétait vraiment les ingénieurs allemands, ce n'était pas seulement la robustesse du Thunderbolt, mais son altitude. Sur le front de l'Est, la Luftwaffe dominait, grâce au FW-190, un chasseur conçu pour les basses et moyennes altitudes. Mais au-dessus de l'Europe de l'Ouest, les P-47 grimpaient à plus de 9000 mètres, bien au-delà du plafond opérationnel de la plupart des intercepteurs allemands, et attaquaient d'en haut avec une vitesse foudroyante. Le coupable, c'était le moteur, le Pratt & Whitney, R2800, Double Wasp. À ces altitudes, où l'air est mince et où le froid peut figer le métal, ce moteur parvenait à maintenir toute sa puissance. Le BMW 801, en comparaison, s'essoufflait au-dessus de 7500 mètres, son compresseur mécanique incapable d'alimenter correctement les cylindres. Le bureau technique de la Luftwaffe lança alors une enquête officielle. Il fallait comprendre comment les Américains avaient réussi. Des ordres furent envoyés au centre d'essai de Reclam, récupérer et démonter tout moteur R2800 intact trouvé dans les débris. L'espoir était simple, découvrir le secret, le copier et rétablir la parité dans le ciel. Mais, à ce stade, la réalité industrielle de l'Allemagne s'effondrait. Les bombardiers alliés avaient rasé les usines de roulement à Bill de Schweinfurt, les usines d'aluminium en Norvège et les raffineries de carburant à Ploiecht. Même si le secret était découvert, le reproduire relevait d'un autre miracle. Pourtant, l'enquête se poursuivit, l'orgueil l'exigeait. Pour comprendre ce qui rendait les Américains différents, il fallait d'abord comprendre comment les Allemands concevaient une machine. Pour les ingénieurs de Daimler-Benz et BMW, un moteur d'avion était une œuvre d'art, un chef-d'œuvre à peaufiner, à polir, à améliorer par des artisans convaincus que la beauté et la précision étaient indissociables.
Chaque pièce était ajustée à la main, chaque roulement inspecté à l'œil nu. Le résultat des performances inégalées tant que les matériaux étaient purs et la main stable. Mais c'était un système bâti pour la perfection, pas pour la guerre. En Amérique, la philosophie était l'inverse. Le R2800 n'avait pas été conçu pour les artisans, mais pour les chaînes de montage. Chaque boulon, chaque filetage, chaque joint était standardisé pour que des milliers d'usines à travers le pays puissent construire le même moteur avec les mêmes tolérances. Au lieu du travail manuel, on utilisait des machines si précises que la différence entre deux pistons se mesurait en microns. Là où l'Allemagne construisait de l'art, l'Amérique construisait de la quantité. Et dans la froide arithmétique de la guerre, la quantité finit toujours par devenir qualité. Au début de 1944, cet écart s'était transformé en gouffre stratégique. Les pilotes allemands combattaient sur deux fronts avec des moteurs nécessitant des heures de maintenance après chaque mission, tandis que les moteurs américains pouvaient voler des dizaines de sorties avec un entretien minimal. Une seule usine du Connecticut produisait en un mois plus de R2800 que l'Allemagne ne pouvait fabriquer de moteurs haute performance en une saison. Pour la Luftwaffe, le moteur capturé du P-47 n'était plus une simple curiosité technique, c'était une question de survie. S'ils pouvaient comprendre le fonctionnement de cette machine colossale, peut-être trouveraient-ils un moyen de la contrer. C'est pourquoi, lorsque l'épave d'un Thunderbolt s'écrasa près de Köln et que son moteur fut retrouvé presque intact, on le transporta à travers l'Europe sous forte escorte. La caisse qui arriva à Rechlin en décembre n'était pas un simple tas de ferraille. C'était le symbole de tout ce que l'Allemagne était en train de perdre. L'altitude, la vitesse et le temps. Dans un rapport adressé au ministère de l'Armement, un ingénieur supérieur écrivit « Nous pensons que les Américains ont résolu le problème de l'altitude grâce à un gaspillage excessif de matériaux et de carburant. » Il le disait comme une critique. Mais la vérité était plus sombre. Les Américains pouvaient se permettre d'être gaspilleurs. Ils avaient plus d'aluminium, plus de carburant, plus d'usines, plus d'hommes. Le Thunderbolt n'était pas un miracle d'ingénierie, c'était le résultat logique d'une économie qui écrasait celle de son ennemi. Et pourtant, les ingénieurs allemands ne pouvaient s'empêcher un dernier acte de défi. Ils ouvriraient ce moteur, l'étudieraient et prouveraient qu'ils pouvaient comprendre, même s'ils ne pouvaient plus reproduire. Henschel et son équipe furent choisis pour cette tâche parce qu'ils connaissaient les moteurs radio mieux que quiconque dans la division. Lorsque la caisse arriva, ils ne la traitèrent pas comme un trophée, mais comme un défi à leur fierté. Avant qu'un seul boulon ne soit tourné, l'ingénieur en chef prononça un bref discours. « Messieurs, ce moteur n'est pas de la magie. C'est du métal et des mathématiques. Et tout cela peut être vaincu. » Les hommes acquiescèrent. Aucun ne savait que quelques heures plus tard, cette certitude commencerait à s'effondrer. Ce qu'ils allèrent se découvrir à l'intérieur du double Wasp n'était pas seulement une prouesse d'ingénierie supérieure. C'était toute une philosophie de la guerre rendue tangible. Une philosophie qui valorisait la fiabilité, plutôt que l'élégance, la production, plutôt que la perfection. Si vous pensez que la victoire vient du génie du design, tapez 1 dans les commentaires. Si vous croyez qu'elle vient de la production acharnée, appuyez sur « J'aime » et restez avec nous, car ce qu'ils allèrent découvrir à l'intérieur de ce moteur allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur la puissance, l'altitude et les limites de l'ingénierie humaine. Le hangar était silencieux, hormis le bruit régulier des outils. Chaque tour de clé résonnait comme un battement de cœur. Otto Henschel s'accroupit près du gigantesque R2800, ses doigts gantés, suivant les boulons qui retenaient le capot. Les Américains avaient conçu ce moteur comme une forteresse. Chaque joint était scellé, chaque connexion renforcée. Quand la première couche de métal se détacha enfin, un sifflement d'huile rance et de résidus brûlés,
s'échappa le fantôme de son dernier vol au-dessus de la France. Les hommes se penchèrent sous la lumière des projecteurs. L'anatomie du moteur brillait comme une sculpture. Aux yeux d'un mécanicien allemand, la construction était déconcertante. Le BMW 801, qui propulsait le FW 190, était compact, dense, élégant, un triomphe d'efficacité. Ce moteur américain était tout le contraire, cylindre massif, parois épaisses, brides lourdes, système redondant. « C'est absurde », marmonna un technicien. Ils l'ont construit comme si le poids n'avait aucune importance. Ils n'avaient pas tort. Le R2800 pesait presque 1 tonne, près du double du BMW 801. Mais Henschel commençait à percevoir quelque chose que les autres n'avaient pas encore compris. Ces pièces ne semblaient pas seulement lourdes, elles semblaient indestructibles. Il retira une culasse et observa l'ensemble des soupapes. L'usinage était parfait. Chaque filetage, chaque joint semblait fusionner au métal. Il appela l'ingénieur en chef. Ensemble, ils examinèrent la finition à la loupe, aucune bavure, aucune trace d'outil, aucune imperfection. C'était le genre de précision qu'on attendrait d'un horloger, pas d'un moteur produit par dizaines de milliers. « Regardez cette uniformité », chuchota Henschel. « Chaque pièce pourrait être échangée entre moteurs et elle s'adapterait toujours. » Ce fut la première révélation. Les moteurs allemands étaient ajustés à la main, réglés par des artisans jusqu'à ce que chaque pièce s'accorde avec l'autre. Chaque moteur était unique. Celui-ci était différent. Il était interchangeable, produit avec des tolérances exactes et une perfection mécanique. Henschel comprit qu'au-delà du génie d'ingénierie, il y avait une philosophie de production que son pays n'avait jamais maîtrisée. Puis vint la seconde révélation. En démontant la partie arrière du moteur, ils découvrirent un ensemble circulaire gigantesque d'une complexité inconnue. L'ingénieur en chef fronça les sourcils. Cela ne peut pas être juste. La pièce était une turbine, reliée aux sorties d'échappement par un réseau de conduits en acier poli. Quand les Américains parlaient de turbos superchargés, les Allemands imaginaient un petit compresseur mécanique. Mais ceci, c'était autre chose, une turbine à gaz utilisant la chaleur des gaz d'échappement pour forcer plus d'air dans les cylindres. Henschel retira le carter avec précaution. À l'intérieur, une roue de pâle scintillait sous la lampe. Il toucha le métal et retira aussitôt la main. L'alliage était étrange, lisse dure, légèrement irisé. Un métallurgiste le testa avec une lime, les dents ne laissèrent presque pas de traces. « Ce n'est pas de l'acier », murmura-t-il. Il avait raison. C'était de l'inconel, un alliage de nickel et de chrome, capable de résister à plus de 700 degrés par croix sans se déformer. L'Allemagne avait expérimenté des métaux similaires, mais jamais à cette échelle. Le nickel était rare, le chrome réservé au blindage. Les Américains en avaient fait des moteurs entiers. La prise de conscience se répandit lentement. La raison pour laquelle le Thunderbolt pouvait grimper à 9000 mètres n'était pas magique, c'était la métallurgie. Le système turbo du R2800 lui permettait de maintenir la puissance du niveau de la mer, même là où l'air était mince, comme le givre des montagnes. Les conduits d'échappement du turbo s'étendèrent sur plus de 4 mètres, serpentant autour du moteur, comme un réseau de veines. Les ingénieurs comprenaient la logique, mais pas la faisabilité. Pour en construire un seul, dit doucement le chef, il nous faudrait la moitié des ressources du Reich. Ils passèrent ensuite au système de refroidissement. Là encore, les Américains avaient innové. Au lieu de compter uniquement sur l'air circulant autour des cylindres, ils avaient conçu un labyrinthe de déflecteurs de conduite d'huile et d'intercooleurs répartissant la chaleur sur tout le moteur. C'était d'apparence grossière, mais d'une efficacité stupéfiante. Le BMW 801 exigeait une surveillance constante pour éviter la surchauffe. Le R2800 lui pouvait tourner à pleine puissance,
pendant des heures sans brûler une soupape. Au fil de la nuit, le hangar se remplit de l'odeur d'huile chaude et de sueur. Les mains de Henschel étaient noires de graisse, mais son esprit bouillonnait. Chaque pièce retirée racontait la même histoire, redondance, solidité, fiabilité. Ce moteur n'était pas conçu pour des as, ni pour des prototypes d'exception. Il était conçu pour la vraie guerre, celle où les machines doivent survivre à la boue, au froid, au sel et à l'inexpérience. Les Américains avaient construit une arme que n'importe qui pouvait piloter, réparer et produire en masse sans compromis. Quand ils ouvrirent le boîtier du magnéto, une nouvelle surprise apparut. Le système d'allumage était doublement redondant. 2 bougies par cylindre, 2 magnétos, 2 distributeurs. Si un système tombait en panne, l'autre prenait le relais. Dans la Luftwaffe, un tel luxe aurait été considéré comme un poids inutile. Ici, c'était la norme. Ils construisent comme s'ils n'avaient aucune limite, marmonna un mécanicien. Ils n'en ont pas besoin, répondit un autre. À 2 heures du matin, ils firent rouler la turbine sous la lampe et en mesurèrent les dimensions. L'ingénieur calcula la vitesse de rotation, plus de 20 000 tours par minute. Son crayon s'arrêta net. À de telles vitesses, elle devrait exploser, dit-il. À moins, compléta Henschel, qu'ils sachent exactement jusqu'où ils peuvent pousser le métal. La phrase resta suspendue, moitié admiration, moitié désespoir. À l'aube, le RW800 gisait, démonté sur 4 établis, ses entrailles exposées, comme l'anatomie d'une créature disparue. Les Allemands se regroupèrent autour des pièces silencieux. Pendant des années, ils avaient cru à leur propre supériorité, meilleurs pilotes, meilleure tactique, meilleure technologie. Mais ce qu'ils voyaient sur ces tables les força à affronter une autre vérité. Les Américains avaient maîtrisé quelque chose de plus puissant que l'innovation, ils avaient maîtrisé l'échelle. Chaque composant du R2-1800 leur disait qu'à l'arrière de chaque Thunderbolt se tenait non pas un ingénieur, mais une armée de machines d'ouvriers et d'usines, un écosystème industriel bâti pour durer plus longtemps que n'importe quel ennemi. Henschel ramassa un piston et le leva vers la lumière. L'alliage était parfait, sa surface polie comme du verre. Henschel le fit tourner dans sa paume en sentant son poids. Dans une autre vie, cela aurait pu être une œuvre d'art. Il pensa aux pilotes qui avaient fait voler ce moteur, ces jeunes Américains qui prenaient les airs en sachant que quelque part chez eux, 1000 autres moteurs attendaient déjà pour remplacer le leur. C'était un luxe qu'aucun pilote allemand ne pouvait imaginer. Il reposa doucement le piston et murmura « Nous pouvons copier la forme, mais pas l'âme. » Personne ne contesta. Dehors, la lumière grise du matin filtrait à travers les portes du hangar. La guerre faisait toujours rage, mais dans ce silence glacé, les hommes autour de la table comprirent ce que les lignes de front ignoraient encore. Le résultat était déjà écrit dans le métal. Si vous pensez que la victoire appartient à ceux qui innovent, tapez 1 dans les commentaires. Si vous croyez qu'elle appartient à ceux qui construisent sans limite, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous, car l'histoire de ce qui suivit ce matin-là allait révéler comment un seul moteur changea à jamais le cours de la guerre aérienne. Quand le soleil se leva au-dessus de Weyland, les hommes du hangar fixaient toujours les rangées de composants démontés. Le RW800 avait été ouvert mesuré, étudié, mais le sentiment qui restait n'était pas la fierté. C'était un mélange d'émerveillement et de résignation. Ils s'attendaient à un ingénieux stratagème, à un brevet secret, à un nouvel alliage ou à une valve cachée. Ce qu'ils trouvèrent à la place était bien plus intimidant la perfection de la répétition. Chaque pièce, du plus petit boulon à la plus grande pale de turbine, portait un code de série renvoyant à des usines réparties dans tout le territoire américain. Henschel en prit une dans sa main, une BL gravée d'un marquage net, East Hartford, 1943, lot 128.
Pour lui, c'était à la fois une signature et une provocation. Chaque inscription racontait la même histoire. Ce moteur n'était pas le produit d'un génie isolé ou d'un atelier d'artisans, mais le fruit d'un organisme industriel colossal, s'étendant de Detroit au Connecticut jusqu'à Los Angeles. Plus tard dans la semaine, un rapport détaillé de la division technique de la Luftwaffe arriva de Berlin. Il contenait des statistiques recueillies par les services de renseignement. Henschel les lut en silence. Les États-Unis produisaient plus de 850 moteurs d'avions par semaine, chacun testé, expédié et installé sur des appareils traversant l'Atlantique. Déjà plus de 15 000 Thunderbolt étaient sortis des chaînes de montage cet hiver-là, et d'autres arrivaient encore. Corsair Hellcat, Marauder tous animés du même cœur, le RW800. L'Allemagne, en comparaison, peinait à construire 200 moteurs de chasse par mois, la plupart assemblés dans des usines souterraines, bombardées si souvent que les ouvriers devaient terminer les pièces à la lueur des chandelles. Pour un ingénieur, les chiffres racontent leur propre histoire, celle de la possibilité et de la fatalité. En comparant les données Henschel, comprit que même si l'Allemagne parvenait à reproduire le RW800 à l'identique, elle ne pourrait jamais égaler la cadence ni l'échelle à laquelle l'Amérique le produisait. Les Américains avaient fait de la précision un processus. Les Allemands en avaient fait un art. L'un pouvait être multiplié 1000 fois, l'autre non. Dans le hangar, Henschel commença à démonter le boîtier du turbo pour en prélever des échantillons métallurgiques. L'analyse confirma ses soupçons, les pales de turbine contenaient 22% de nickel et 14% de chrome, des métaux que l'Allemagne ne possédait plus en quantité suffisante. En 1943, les réserves de nickel du Reich étaient tombées à moins de la moitié des besoins pour la production aéronautique. Le chrome provenait en majorité des mines des Balkans, désormais sous contrôle allié. Même avec les plans, les matériaux eux-mêmes étaient hors d'atteinte. Un métallurgiste tendit à Henschel la feuille d'analyse. « Si nous essayions de couler cet alliage avec nos stocks actuels, dit-il doucement, il se briserait avant d'atteindre la température de fonctionnement. » Henschel acquiesça. Alors ce n'est pas seulement le moteur que nous ne pouvons pas copier, c'est la civilisation qui l'a construit. De l'autre côté de l'Atlantique, cette civilisation tournait à plein régime. À East Hartford, l'usine Pratt & Whitney fonctionnait 24 heures sur 24. Les ouvriers se relayaient en 3 équipes, produisant 2000 moteurs par mois, chacun identique au précédent. La nuit, l'usine brillait comme une fournaise, alimentée par l'électricité venue des rivières et des gisements de charbon que les bombes ennemies n'avaient jamais atteints. Des tours automatiques, façonnant l'acier avec des tolérances mesurées en microns. Des quartiers entiers du Connecticut existaient uniquement pour loger les travailleurs qui construisaient ces moteurs, les mêmes que celui démonté dans le hangar de Henschel. Le service de renseignement de la Luftwaffe établit d'autres comparaisons. Le mécanicien américain moyen avait accès à plus de 300 outils à spécialiser. En Allemagne, les pénuries faisaient qu'un même clé dynamométrique devait être partagé entre plusieurs équipes. Les Américains utilisaient des alliages contenant du cobalt et du molybdène, tandis que le Reich dépendait de métaux recyclés, récupérés sur des avions endommagés. Le contraste ne résidait pas seulement dans les chiffres, il résidait dans la philosophie. Les ingénieurs allemands croyaient que la perfection exigeait la main de l'homme, que chaque machine devait porter l'empreinte de son créateur. Les Américains, eux, croyaient que la perfection naissait justement de l'effacement de ses empreintes. Pour eux, la fiabilité n'était pas un art, mais une équation. L'ironie était cruelle. Henschel savait qu'un seul moteur, R2800, pouvait durer plus longtemps que 3 BMW 801 réunis. Tandis que les chasseurs de la Luftwaffe nécessitaient une révision majeure, après 25 heures de vol, le moteur du Thunderbolt pouvait tourner plus de 150 heures avant d'être démonté.
Dans le ciel d'Europe, cette différence signifiait une seule chose, la survie. Henschel se tourna vers la table et examina de nouveau le boîtier du magnéto. Les Allemands avaient toujours considéré la redondance comme un gaspillage, un poids inutile pour le pilote. Mais les Américains l'avaient intégré à chaque système, acceptant l'inefficacité pour garantir l'endurance. C'était une logique née non pas de la pénurie, mais de l'abondance. Cet après-midi-là, Henschel rédigea son rapport. Il y consigna ses observations avec une précision froide, alliage d'excellente qualité, résistance thermique remarquable, fiabilité inhabituelle sous forte pression d'admission. Mais dans le dernier paragraphe, il laissa échapper un rare moment d'honnêteté. Ce moteur représente une philosophie que nous ne pouvons égaler. Sa force ne réside pas dans l'innovation, mais dans la profondeur industrielle de sa nation. C'est une arme de production autant qu'un instrument de vol. Lorsque le rapport parvint à Berlin, il fut résumé en 2 lignes. Pour le ministère de l'Air, le moteur américain RW800 est inutilement lourd, mais très robuste. Sa puissance découle d'une conception gaspilleuse et d'un usage excessif de matériaux. Les bureaucrates soulignèrent le terme « conception gaspilleuse », s'en servant pour justifier la poursuite du développement de moteurs allemands plus légers et plus efficients. Aucun d'eux ne comprit que ce gaspillage était le secret de la survie. Quelques semaines plus tard, un second R2800 arriva d'une autre épave. Les ingénieurs le déballèrent sans enthousiasme. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient retrouver. Pourtant, ils reprirent les mesures, les pesées, les analyses. Chaque fois, les résultats étaient identiques. Précision, puissance et fiabilité, produites à une échelle dont l'Allemagne ne pouvait que rêver. Henschel commença à tenir des notes personnelles griffonnées dans les marges de ses plans. Chaque composant est conçu pour le pardon, écrivit-il. Ils s'attendent à la panne et s'assurent qu'elle ne soit jamais fatale. Cette seule ligne résumait la différence entre les 2 empires. L'Allemagne concevait pour éviter l'échec, l'Amérique concevait pour y survivre. Le soir venu, il acheva son inspection finale, se posta à la porte ouverte du hangar et observa la neige qui dérivait sur la piste. La guerre se perdait désormais d'une manière qu'aucun pilote ne pouvait voir, par les pénuries, l'épuisement, et un ennemi dont les usines produisaient 20 fois plus que les siennes. Le R2800 n'était pas une arme secrète. C'était la preuve que la technologie était devenue la servante de l'économie et que l'économie était devenue le destin. Si vous pensez que la guerre s'est gagnée dans les duels aériens, tapez 1 dans les commentaires. Si vous croyez qu'elle s'est gagnée dans les usines, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous, car dans le prochain chapitre, ce que firent ces ingénieurs allemands de leur découverte allait déterminer la forme finale de la guerre dans les airs. Lorsque le rapport de Henschel arriva enfin à Berlin, la direction de la Luftwaffe était déjà prise dans une autre bataille, non plus contre les balles, mais contre l'orgueil. Sur le papier, l'Allemagne alignait encore les avions les plus avancés du monde. Le Me-262, à réaction, promettait de renverser le cours du conflit. Le FW-190D entrait en production, et les ingénieurs de Messerschmitt esquissaient des projets qui semblaient venus d'un autre siècle. Mais derrière ces plans se cachait une vérité que personne au ministère de l'Air ne voulait lire. À haute voix, le Reich n'avait plus ni carburant, ni nickel, ni temps. En février 1944, le chef du développement aéronautique, le général-feldmarschall Erhard Milch, examina le dossier technique du moteur américain capturé. Son assistant résuma prudemment. Leur conception privilégie la fiabilité et la production de masse, pas l'élégance. Milch fronça les sourcils, donc c'est grossier. « Oui, monsieur, mais cela fonctionne. » Milch referma le dossier. « Nous ne copierons pas la grossièreté. » Cette phrase scella plus d'une douzaine de décisions qui entraînent la guerre aérienne allemande jusqu'à la fin. Les leçons du R2800 étaient claires, mais le système allemand ne pouvait pas les accepter.
Les ingénieurs du Reich croyaient que la supériorité technique garantissait la victoire. Ils voyaient la guerre comme un concours d'invention, non d'endurance. En Amérique, la philosophie était inverse, construire simple, construire solide, et en construire tant que la perte d'une centaine ne changeait rien. Cette différence allait désormais définir le ciel de l'Europe. Au fil de 1944, les escadrons de Thunderbolt devinrent une force que la Luftwaffe ne pouvait plus contrer. Grâce à son moteur turbo-compressé, le P-47 pouvait escorter les bombardiers profondément en territoire allemand, plonger à 800 km/h et grimper au-dessus de tout avion à piston du Reich. Ses pilotes l'appelaient Jug diminutif de Juggernaut, un nom qui lui convenait parfaitement. Les chasseurs allemands, qui tentaient d'intercepter les B-17, se retrouvaient chassés par ces monstres au nez rond impossibles à abattre. À chaque retour de mission, le renseignement allié comptait les pertes. Les Thunderbolt connaissaient 7 fois moins de pannes moteur que les chasseurs allemands sur des missions comparables. Même endommagés, ils rentraient souvent à la base. Dans un cas célèbre, un pilote de P-47 vola plus de 300 km. Avec un piston fendu en deux, le moteur tournait encore. Le R2800 n'offrait pas seulement de la puissance, il offrait la rédemption. À Rechlen, l'équipe de Henschel reçut une directive urgente, étudier l'adaptation du turbocompresseur sur les moteurs allemands. Mais l'ordre était sans espoir. Les usines du Reich manquaient du nickel nécessaire pour couler les aubes de turbines, et la capacité d'usinage faisait défaut pour produire des carters aussi précis. Chaque tentative échoua. Un prototype de turbo sur un BMW 800 en 1 fondit après 15 minutes à pleine charge. Un autre explosa sous la contrainte d'une coulée imparfaite. Les matériaux allemands ne pouvaient tout simplement pas supporter ce que les alliages américains Inconel enduraient sans effort. La désespérance commença à dicter les décisions. Puisque l'Allemagne ne pouvait construire des moteurs durables, elle construirait des moteurs qui brûlaient plus fort, mais plus vite. Le ME-262 devint cette obsession rapide, élégant révolutionnaire et catastrophiquement instable. Chaque moteur Jumo 004 durait en moyenne 25 heures de vol avant d'être remplacé. Les pilotes décrivaient le décollage comme un pari avec le feu, un coup d'accélérateur trop brusque, et les pales de la turbine s'arrachaient déchirant le moteur de l'intérieur. Malgré tout, Berlin exigeait la production. La logique était séduisante. Si une machine pouvait surpasser l'ennemi, peut-être que la quantité n'aurait plus d'importance. Mais la guerre n'honore pas la perfection qu'on ne peut pas reproduire. En face, les Américains construisaient leurs machines imparfaites par milliers. Une seule usine à Evansville, Indiana, produisit en 1944 plus de P-47 Thunderbolt que l'Allemagne ne fabriqua de FW-190, toutes versions confondues. Chacun portait le même moteur, R2800, la même fiabilité, la même marge de survie. La Luftwaffe se vidait lentement de son sang dans des statistiques qu'elle ne voyait pas. En juillet 1944, Henschel fut invité à une conférence technique à Augsbourg, où les ingénieurs débattirent des priorités à venir. Le ton était encore défiant. « Nos conceptions restent supérieures », déclara l'un. « Leur force, c'est le gaspillage. La nôtre, c'est le génie. » Henschel écouta en silence, puis se leva. Le génie, dit-il calmement, a besoin de carburant. La salle se tut. Tous comprirent le sens de ces mots. Le génie de l'ingénierie allemande avait atteint sa limite. Il ne pouvait plus nourrir les machines qu'il concevait, ni les protéger contre la réalité de la pénurie. À l'automne, les bombardiers alliés frappaient quotidiennement les raffineries de Leuna et Merseburg. Privés de carburant à haut indice d'octane, les moteurs à piston de la Luftwaffe perdirent leur puissance, leurs compresseurs s'essoufflant dans le vide. Pendant ce temps, les R2800 rugissaient au-dessus de l'Europe, alimentés par l'essence à 100 octanes raffinée, au Texas transportés par des convois trop nombreux pour être arrêtés.
Chaque vol, chaque mission d'escorte répétait la même vérité, dénuée de romantisme. Ce sont les logistiques qui gagnent les guerres. Dans l'un de ses derniers rapports, avant la fin du conflit, Henschel écrivit une phrase que les historiens citeraient souvent. « Ils ont construit des moteurs pour les soldats. Nous les avons construits pour les ingénieurs. » C'était à la fois une confession et une épitaphe. Le R-2800 n'avait pas vaincu la Luftwaffe par l'innovation, mais par l'indifférence aux limites. C'était une machine qui ne demandait rien, qui ne se plaignait pas et qui refusait la fragilité. En elle résidait toute la stratégie d'une nation capable de briser plus vite que l'ennemi ne pouvait reconstruire. Quand Berlin tomba en mai 1945, le personnel technique survivant de Richland brûla ses notes. Henschel, lui, ne le fit pas. Il rangea ses croquis et ses échantillons d'alliage dans une petite mallette, convaincu qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de se souvenir de ce qu'ils avaient compris trop tard. Des années plus tard, lorsque les Alliés fouillèrent les ruines des ingénieurs américains, découvrirent à ces notes, parmi une pile de documents abandonnés. Une phrase griffonnée dans la marge attira leur attention. « Ce n'est pas le moteur qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est le nombre qu'ils peuvent en construire. » Cette phrase résumait tout ce que la Luftwaffe n'avait jamais compris. La puissance ne se mesurait plus en chevaux ou en vitesse, mais dans la capacité à reproduire l'excellence à l'infini. Si vous pensez que les guerres se gagnent par l'invention, tapez 1 dans les commentaires. Si vous croyez qu'elles se gagnent par l'endurance, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous, car dans le prochain chapitre, lorsque la guerre prendra fin, Henschel fera enfin face aux Américains et verra la machine qu'il avait hantée non pas en ruine, mais renaissante dans la paix. Quand la guerre s'acheva, le silence revint dans les hangars qui avaient autrefois résonné des hurlements des turbines et du choc des clés anglaises. Reichland n'était plus qu'un cimetière. Les bancs d'essai restaient vides, les plans éparpillés sur un sol couvert de poussière et d'huile séchée. Otto Henschel erra là pendant des semaines, bien après que la plupart de ses collègues eurent fui vers l'ouest pour échapper à la captivité soviétique. La guerre qui avait consumé sa jeunesse était terminée, et la machine qui avait obsédé son esprit, le R-2800 américain, avait survécu au Reich qui avait tenté de la comprendre. Souvent à l'aube, il parcourait le hangar, jusqu'à la table où le moteur avait jadis reposé ouvert comme un cœur. Il construisait pour demain, murmura-t-il pour lui seul. À la fin de 1945, les Alliés commencèrent à démanteler ce qui restait de l'industrie aéronautique allemande. Des officiers américains arrivèrent à Reichland avec des caméras, des carnets et des traducteurs. Ils ne cherchaient pas d'armes secrètes. Ils cherchaient des hommes qui comprenaient. Henschel faisait partie des rares ingénieurs encore présents. Quand les Américains l'interrogèrent sur l'analyse du R-2800, il répondit « La vérité. Nous avons tout appris et rien que nous puissions utiliser. » L'un des officiers esquissa un sourire. « Alors vous étudiez un miroir, dit-il. » Quelques mois plus tard, sous le programme qui serait connu sous le nom d'Opération Paperclip, Henschel fut invité à travailler aux États-Unis. Il hésita. Sa famille avait survécu au bombardement de Hambourg seulement pour vivre désormais sous occupation. Travailler pour les vainqueurs lui paraissait une trahison. Et pourtant, l'envie de voir le pays capable de bâtir de telles machines l'attirait plus fort que la fierté. En 1947, il arriva dans le Connecticut, non loin d'East Hartford, où l'usine Pratt & Whitney grondait encore jour et nuit. La première fois qu'il traversa la fabrique, il s'arrêta stupéfait. Le vacarme dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer, des rangées de tours, des étincelles de soudure des grues, soulevant des carters de vilebrequins aussi grands que des automobiles. Des femmes en salopette vérifiaient les tolérances au micromètre. Des hommes en tablier ajustèrent des segments de piston avec la précision de chirurgiens. Partout, l'odeur d'huile de coupe et d'acier chauffé.
Il comprit alors que ce bruit, ce chaos apparent, n'était pas du désordre, c'était la puissance rendue visible. Lorsqu'un ingénieur américain reconnut son accent et lui demanda ce qu'il pensait de l'usine, Henschel fit une pause. « C'est comme regarder naître les mathématiques, dit-il doucement. L'homme rit. « Non, répondit-il, c'est juste un mardi. » Au fil des années suivantes, Henschel participa à des projets de moteurs, à réactions expérimentaux, travaillant côte à côte avec d'anciens ingénieurs allemands et américains. Beaucoup avaient autrefois essayé de s'entretuer. Maintenant, il comparait d'un des conceptions de turbines, autour d'un café, échangeant des secrets, comme de vieux soldats montrant leurs cicatrices. Les leçons du R2800 survivaient dans chaque nouveau moteur, roulement surdimensionné, allumage redondant, marge thermique généreuse. La philosophie de la durabilité était devenue doctrine. Pourtant, Henschel ne cessa jamais de repenser au moment où il avait ouvert pour la première fois le moteur du Thunderbolt. Dans ses notes, il écrivit « Ce n'était pas leur génie qui nous a vaincus, mais leur patience. Ils ne construisaient pas pour la victoire, mais pour la continuité. » Lorsque les ingénieurs de Pratt & Whitney lui demandèrent d'examiner le nouveau moteur à réaction JO 57, il reconnut partout l'écho du double WASP, la même obsession du contrôle thermique, la même priorité donnée à la fiabilité plutôt qu'à l'élégance. Il sourit et signa le rapport. L'histoire, semblait-il, se répétait seulement plus vite. En 1954, il assista à un meeting aérien à New York, où un P-47 Thunderbolt restauré s'avança sur la piste. Son moteur radial rugit d'un grondement profond et assuré, celui-là même dont il se souvenait à Rechlin. L'appareil s'élança dans le bleu traînant, un halo d'échappement, et la foule applaudit. Personne autour de lui ne savait que des décennies plus tôt, il avait démonté ce même moteur boulon par boulon, cherchant à comprendre comment le vaincre. En le regardant s'élever, il ne ressentit ni amertume ni regret, seulement une étrange gratitude. Le son n'était plus mécanique. Il était historique, l'écho d'une époque où la force équivalait à la survie. Des années plus tard, longtemps après sa retraite, Henschel écrivit une dernière lettre à un ancien collègue resté en Allemagne. « Nous avons appris trop tard que la perfection meurt jeune. Les machines qui survivent sont celles qui savent pardonner nos erreurs. » Le R2800 était devenu plus qu'un moteur, une philosophie, un pont entre la guerre et la paix, la destruction et la reconstruction. Il enseignait que la puissance ne résidait pas dans la capacité à créer la machine parfaite, mais dans celle de la recréer encore et encore. Chaque turbine qui tourna ensuite, chaque avion à réaction qui s'élança dans le ciel portait une trace de cette leçon, née dans le feu de 1944. Si vous pensez que l'histoire est écrite par les vainqueurs, tapez 1 dans les commentaires. Si vous croyez qu'elle est écrite par les ingénieurs, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous, car l'histoire ne se termine pas avec la victoire, elle se termine avec la compréhension. L'histoire se souvient rarement des hommes qui manièrent les clés. Elle se souvient des pilotes, des généraux, des discours hurlés à la radio, mais pas des silhouettes silencieuses, penchées sur les moteurs dans des ateliers sombres, cherchant à comprendre le métal. Et pourtant, c'est dans ces ateliers que l'avenir fut forgé. Otto Henschel le savait mieux que quiconque. Dans les décennies qui suivirent la guerre, il garda en lui une seule vérité. Les machines se moquent des drapeaux. Elles ne révèlent que la vérité de ceux qui les construisent. En 1962, il visita un musée à Washington, D.C., alors qu'il servait de consultant pour un projet aérospatial. Sous un dôme de verre poli se tenait un moteur Pratt & Whitney, R2800, restauré, immaculé, silencieux, conservé comme si le temps lui-même s'était arrêté pour l'honorer. Henschel s'en approcha et lut la petite plaque de laiton moteur d'un P-47 Thunderbolt 1944.
la même année où il en avait ouvert un pour la première fois à Richland. Il passa sa main sur le métal froid et ressentit quelque chose qu'il n'attendait pas, non pas du regret, mais de la reconnaissance. Près de lui, une guide expliquait à un groupe d'écoliers comment ce moteur avait propulsé les chasseurs qui avaient emporté la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. Il était assez puissant pour encaisser des balles, dit-elle fièrement. Il ne s'arrêtait jamais. Henschel esquissa un léger sourire. Elle avait raison, mais pas dans le sens qu'elle croyait. La véritable force de ce moteur ne résidait ni dans sa puissance, ni dans son blindage, mais dans la civilisation qu'il avait construit, une civilisation qui avait compris que la durabilité est une forme de clémence, que le pardon dans le métal peut sauver des vies. Il regarda autour de la salle et aperçut d'autres reliques, un bombardier Mosquito élégant, et de bois, un char Sherman trapu et pratique, et plus loin encore, les premiers jets qui allaient bientôt conquérir le ciel. Tous avaient des formes différentes, venaient de nations différentes. Mais ils partageaient un même secret. Ils avaient été conçus par des gens convaincus que le design le plus simple reproduit en masse pouvait survivre au génie isolé. L'écho de cette philosophie résonnait dans chaque rivet, dans chaque roulement. Dehors, le monde avait changé. La guerre froide avait transformé l'ingénierie en une autre forme de course aux armements. Les nouveaux avions qu'Henschel aidait à concevoir volaient plus haut, plus vite, plus loin, mais aussi plus fragiles, plus complexes, plus dépendants de la perfection. Parfois, lorsqu'un moteur d'essai explosait sur le banc, il repensait au R2800 et à la façon dont il n'avait jamais exigé la perfection seulement de l'attention. Dans son dernier carnet, il écrivit « Chaque machine est le reflet de l'âme de son créateur. » Les Américains ont construit pour endurer, et ils ont enduré. Nous avons construit pour la gloire, et la gloire s'est consumée. Cette phrase devint son épitaphe intime. Il ne chercha jamais à obtenir de crédit pour son travail de guerre. Il le considérait comme une leçon apprise trop tard et à trop grand prix. Quand Otto Henschel mourut en 1971, ses documents furent légués à une université. Parmi les croquis et les notes se trouvait une seule photographie, une image en noir et blanc prise à Rechlin en 1944. Elle montrait un groupe de mécaniciens rassemblés autour d'un immense moteur radial éclairé par une lampe suspendue. Leurs visages étaient jeunes, graves, inconscients, qu'ils regardèrent l'avenir. Au verso de sa main, 4 mots, « Le jour où nous avons compris ». L'écho de l'acier parle encore. Il parle à travers chaque réacteur qui s'élance, chaque usine qui bourdonne la nuit, chaque ingénieur qui choisit la fiabilité plutôt que l'orgueil. Il nous rappelle que les machines que nous construisons sont des miroirs et que le progrès comme la miséricorde ne naît pas du génie, mais de l'endurance. Si vous pensez que l'histoire s'écrit dans le courage, tapez 1 dans les commentaires. Si vous croyez qu'elle s'écrit dans l'acier, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Parce que dans chaque guerre, chaque invention et chaque histoire encore, il y a toujours un autre moteur qui attend d'être entendu,